Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kamel sans filtre. Aujourd'hui, Kamel reçoit Nawel Tir, directrice générale de Prolingua Luxembourg. Dans cet épisode, elle se confiera sur son parcours de femme, de chef d'entreprise, mais surtout de mère. Elle nous partage l'histoire bouleversante qui l'a poussée à écrire son livre Tu seras une five, ma fille. Un témoignage sincère sur la PMA et la force de l'amour inconditionnel. Un échange intime, puissant et surtout sans filtre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup et bon épisode. Bonjour Nawel, Bonjour Kamel, comment ça va? super bien. Écoute, merci d'être dans ce podcast. Est-ce que tu connais la règle du jeu? Non, mais je suppose que tu vas m'expliquer. Alors, on a cette carte joker. Mhm. Je vais te poser toute une série de questions. Et s'il y en a une auquel tu veux pas répondre, il suffira de la sortir. OK? Et attention, tu l'as droit qu'à une seule fois. D'accord. Donc Nawel, on va commencer par ce que tu fais aujourd'hui. Comment tu pourrais décrire ton métier à quelqu'un qui n'y connaît rien? Alors, il existe un centre de formation en langue pour adultes à Luxembourg, dont j'ai la direction. Alors, moi, j'ai une double casquette, voire triple. Je suis la directrice générale de Prolingua, donc une école de langue, centre de formation. Je suis aussi la directrice commerciale, donc je m'occupe de tout le développement commercial. Et je m'occupe aussi de toute la partie marketing, event, publicité, etc. au sein de Prolingua. Et vous êtes combien? On est au moment où je te parle, on est un peu plus de 70. Ah, ça fait quand même un gros acteur au niveau des langues. Oui. Et c'est des salariés que vous avez directement ou c'est des freelances généralement? Alors nous, on a pris le parti d'avoir en majorité des salariés pour garantir évidemment une qualité, un suivi, etc. Et pour des langues comme le russe, l'italien, on a un peu moins de demandes. On ne peut pas garantir un salaire, donc auquel cas on propose un contrat de freelance. Mais sachant que ce sont des personnes qui travaillent avec nous pour certaines depuis 15-20 ans. Je trouve Donc que il y a un vrai suivi. en ce moment, c'est très courageux. Surtout, bon, on va en parler après Oui. sur la partie langue, IA, Mhm. traduction, etc. Parce que c'est un sujet qui est intéressant. On va revenir, donc là, c'est par rapport à ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu faire le déroulé de ta carrière, mais surtout, je veux savoir quel était ton premier job. Alors, mon premier job, c'était un job d'étudiante. Je devais avoir 17 ans. Ouais, 17 ans. J'ai été vendeuse en boutique prêt-à-porter féminin. Toujours dans la vente déjà. Déjà dans la vente. C'était Je suis tombée dedans quand j'étais petite. c'était dans quelle région? À Lyon, je suis lyonnaise Ah, t'es lyonnaise. Ok. et fière de l'être. Et au Luxembourg depuis? 18 ans. Depuis 18 ans. Oui, Ok. Et nationalité luxembourgeoise? bientôt. J'ai réussi le Sprachentest le 10 décembre 2025. Donc le 10 décembre, tu as passé le test, tu l'as Oui, réussi. oui. 18 ans, mais je sais qu'au bout de 20 ans, tu aurais pu ne pas passer le test, tu aurais pu attendre 2 ans. C'est marrant parce que j'ai dit ça aux examinateurs quand on a discuté. Bon, évidemment, tu passes un oral, tu Mm. passes une écoute. Et à l'oral, je leur ai dit, écoutez, je vais être très honnête avec vous, j'aurais pu attendre 20 ans et faire les 24 heures de luxembourgeois pour la nationalité, mais j'avais envie de me lancer un challenge. Bon, tu auras compris quand même que je suis un peu une femme de challenge. Mais justement, le Sprachentest, quand tu m'as parlé, que tu as dit que tu l'avais eu, Oui, tu étais super contente. Alors, perso, je me dis, tu es la boss d'une boîte de langue, traduction. ouais. Je me suis dit, c'est naturel, j'étais persuadé déjà que tu parlais luxembourgeois. Ouais. Tu étais quand même très contente, c'est quand même étonnant. Non, c'est pas étonnant à partir du moment où tu vis dans un pays où tu respectes les gens chez lesquels tu vis. Moi, j'ai un profond respect pour le Luxembourg. C'est vraiment, c'est mon pays d'adoption. J'adore ce pays. Je me vois rester au Luxembourg. Par respect pour les gens, c'est important pour moi de parler luxembourgeois. Alors moi, il faut savoir quand même que je parlais déjà l'allemand et le français, évidemment, puisque je suis française. Mais pour moi, il me semblait hyper important. C'est cette notion de respect. Alors, il y a un mot que je déteste, c'est le mot intégration, parce que j'ai grandi avec ce mot-là en France. Mais c'est vrai que dans un souci d'intégration, c'est important de parler le luxembourgeois. Et de prendre la nationalité luxembourgeoise, pour moi, c'est une suite logique parce que j'habite ici, je compte rester ici. Et c'est un pays, encore une fois, pour lequel j'ai un profond respect, et pour les gens, et pour le pays en lui-même et sa façon de fonctionner. Pour revenir à ton job de vendeuse de prêt-à-porter, tu Oui, te souviens de ton premier salaire? oui, oui. Qu'est-ce que tu en as C'était fait? un job en juillet à Lyon, un job d'été. Mais c'était la première année où j'avais eu le droit, entre guillemets, de partir en vacances. Mais ma mère m'avait dit, bah, je n'ai pas les moyens de te payer les vacances. Donc, si tu veux partir en vacances avec ton ami, bah, il va falloir payer. Ok. Et bah, écoutez, j'ai payé mes vacances. On est parti à Nice une semaine avec une amie. Ok. Donc, et
c'était assez? Ça t'a suffi ce que tu avais bossé pendant un mois et Un pour mois, ouais, ouais, ouais. Bah, on est parti dans des conditions, dans un appartement en plein centre de Nice. Je me souviens que le soir, quand on regardait le plafond, il y avait une colonie de cafards. C'était pas des vacances idylliques, c'était pas un 5 étoiles, mais j'en garde un souvenir superbe. Les premières vacances. Ça, c'était donc premier job étudiante. Mm. Ensuite, tu as fait quoi? Donc, au niveau de tes études et Alors, moi, j'étais plutôt littéraire, donc j'ai fait un bac A2 qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, c'est tu dois faire 3 langues. Donc, je faisais Ok. de l'anglais, l'allemand et du russe, et de la philo, F5 au bac. Ok. Et je suis partie vers une fac de droit. Donc, t'as fait fac de littérature et ensuite fac de droit Oui, pour après faire quoi comme pour après métier? arrêter le droit. C'est vrai? Pourquoi? Ça te plaisait pas? Ben, j'ai été une bonne élève à l'école. Et enfin, moi, j'ai toujours adoré étudier. L'école, pour moi, c'était comme une sorte d'échappatoire. C'était un lieu où j'apprenais énormément. Je suis assez curieuse. Et quand je suis arrivée en fac de droit, pendant les TD, donc les travaux dirigés, j'étais face à un prof notamment. J'ai fait Lyon 3, l'université Lyon 3. Quand je comprenais pas ce que j'apprenais, il me dit, mais il n'y a pas à comprendre, il faut apprendre. Et j'estime qu'on est la différence entre un homme et un animal, c'est qu'on est doué de raison et que j'aime bien raisonner, j'aime bien remettre en question. Et c'était pour moi insupportable de ne pas comprendre ce que je faisais. Voilà, ce que j'apprenais. C'est-à-dire, dans le droit, il y a des choses qui sont faites et Qu'il faut appliquer, qu'il faut appliquer. qu'il faut apprendre par cœur, appliquer, etc. Et ça ne me plaisait pas. Donc, tu as fait ça, tu as arrêté. Oui, Donc, tu es rentré dans le marché du travail oui. et tu as fait quoi? Alors là, j'avais un ami de la famille qui avait une société dans les vins et champagne. Ok. Et comme il travaillait sur la Suisse, la Belgique et le Luxembourg, et qu'il savait que je parlais très très bien l'allemand, il m'a demandé de faire traductrice pour son équipe de vendeurs. Ok, donc tu as commencé par traductrice. Oui, sur des stands. Ok. Sur des stands de vin. Donc j'avais pris, alors encore une fois, comme j'aime apprendre, j'avais pris des cours d'œnologie pour comprendre de quoi il retournait, parce que tu ne vends bien que ce que tu connais bien, normalement. Et en fait, au départ, donc j'étais là pour traduire. Donc je me mettais à côté d'un vendeur et je traduisais ce que le client ou le prospect disait en allemand, et je traduisais. Et très vite, Michel, donc le monsieur en question, s'est rendu compte que j'avais une certaine appétence pour la vente. Il m'a dit, bah écoute, continue avec nous, mais dans la vente. Il avait plus besoin d'un vendeur et traducteur, il avait déjà la personne qui faisait les deux. Tout à fait, ouais, ouais. Donc, t'es devenue vendeuse. Dans les vins, sur des salons, ouais, ouais. Et Alors au début, c'était compliqué parce que c'était un milieu d'hommes. J'étais la seule femme. Ok. Et il a été très, très moqué, Michel. Il a été très moqué pendant des semaines. On lui disait, mais pourquoi t'as été prendre une nana En plus, t'as vu ses origines. Ouais. Et puis, quelques mois plus tard, bah, le plus grand succès, c'est qu'ils sont venus me débaucher. Enfin, ils ont essayé. Et donc, tu as fait quoi? Tu as quitté après ce job de Oui, vendre. Et ouais. c'était où? C'était toujours à Lyon? Alors, en fait, le siège était à Lyon, mais on était sur des salons. Donc, Ok. salon à Palexpo à Genève, à Zurich, toute la Suisse, en fait, la Suisse italienne aussi. Et je parle italien aussi, donc ça Ok. pouvait aider. Et voilà, donc Et après, uniquement sur des salons. uniquement sur les salons? Oui, Mais tu devais être toujours en voyage? toujours, toujours. Ok. C'était une vie de fou. Et t'as aimé? J'ai adoré, ça m'a appris beaucoup de choses. Ok, ça c'était donc premier job, vraiment le véritable ouais, où tu as ouais, appris ouais, beaucoup ouais, de choses, ouais, etc. ouais, La ouais. vente, et tu connaissais rien à la vente. appris Absolument sur le rien, tas. mais Michel a été mon mentor. À l'observer, à l'écouter, j'ai appris tellement à son contact. On passait des journées ensemble et j'observais les autres vendeurs. J'ai toujours été très curieuse, donc je suis un scan, hein, moi. Je scanne les gens, j'écoute beaucoup, j'observe beaucoup. Et c'est un homme qui m'a appris, mais énormément, énormément. Il m'a appris aussi une phrase, c'est que dans les comptes, il n'y a pas d'état d'âme. C'est-à-dire? Je me souviens d'une fois, à l'époque, il me payait en espèces et en Ok. francs suisses avec tu sais, le billet, la fourmi, Oui. là. Et je lui dis, il y a 10 euros en trop, et il les a récupérés. Et je l'ai regardé comme ça, et il me dit, T'as cru qu'il allait qu'il allait me les laisser laisser? et il me dit, tu sais, Nawel, dans les comptes, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas d'amitié. C'est ma première leçon. Mais est-ce que tu y crois au final? Tu le fais aussi ou? Non. Ouais. Après, je pense que c'est une mentalité, mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Ouais, moi, on m'a dit quasiment la même phrase. Je suis pas forcément en phase avec ça, mais au final, il a pas tort si on veut
Je saurais pas comment t'expliquer, mais à court terme peut-être, Hmm. mais à long terme, je pense que cette phrase en tout cas, n'est pas idéale. Ça, c'est mon point de vue. Je le ferai pas. Hmm. Je ne suis pas comme ça au quotidien. Je suis plutôt quelqu'un de généreux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'était pas généreux. Oui. Mais il m'a donné une belle leçon de vie, en tout cas. Donc, t'as quitté ce job. Hmm. Pourquoi? Pour faire quoi? Bah, c'est quelqu'un qui était plutôt joueur au casino. Donc, il a oublié plusieurs fois de payer les salaires. Donc, il a fallu que je parte parce que moi, à l'époque, j'avais mon appartement. J'avais un quotidien qu'il fallait que j'assume. Et c'était où? À Lyon. À Lyon, ok. Hmm, hmm. Donc, tu as trouvé un autre job qui était? Je suis partie aux Antilles, en Martinique. Ok. Hmm. Combien de temps? J'ai ma sœur qui vit là-bas depuis plus de 30 ans Ok. et qui a monté un magasin de luminaires. Ok. Et je suis partie la rejoindre pour l'aider à vendre, à éclairer la Martinique. Donc, tu vendais des lustres, tu Je vendais faisais du porte-à-porte. du porte-à-porte. Ouais. J'avais pas le permis à l'époque. On cohabitait avec ma sœur, mon beau-frère, mes nièces, dont je me suis beaucoup, beaucoup occupée. Et elle avait monté une boutique dont je m'occupais aussi. Et en fait, donc j'avais pas le permis. Je montais en voiture avec elle le matin. Et elle elle t'envoyait elle me déposait dans un bourg en Martinique à 10 h du matin, 30 degrés, 35 degrés. Et je tapais aux portes avec mes bouquins de luminaires. C'est très, très formateur. Et t'arrives à vendre. Ah oui, j'ai vendu. Mais enfin, c'est plein d'anecdotes. Il est 11 h du matin, tu meurs de faim, tu meurs de soif, ou il est midi, puis les gens sont chez eux en train de déjeuner, manger, puis parfois ils te proposent même pas un verre d'eau, et t'as faim, t'as soif. Mais ouais, c'est un sacré métier. Et t'es arrivé des anecdotes marrantes avec ce genre avec des potentiels acheteurs ou des prospects à ce moment-là, ou des gens qui refusaient de Ah t'ouvrir. bah, je pense que c'est la meilleure école, Ouais. l'école du porte-à-porte, t'as plus peur de rien ensuite, hein. Je veux dire, t'as des gens qui t'envoient balader, t'as des chiens qui te courent après, t'es en plein milieu de la Martinique. Enfin, quand on connaît un peu les Antilles, un bourg, c'est vraiment au bout de nulle part. T'as pas moyen de t'échapper, t'es obligé d'attendre qu'on vienne te chercher en voiture. Et puis, t'as des rencontres extraordinaires avec des gens qui te proposent à boire, à manger, qui sont gênés, donc qui veulent t'acheter quelque chose. Et puis, tu as d'autres gens qui t'ouvrent même pas la porte, qui te lancent leur chien. Les gens qui te lancent leur chien, c'est Ah oui, c'est une vraie école. Ouais, bien sûr, j'ai eu des chiens lancés. Ouais, Et ouais. tu courais vite. Je cours très, très vite. Donc, tu as fait ça. Ouais. Et ensuite, Et une année à Noël, après plus d'1 an en Martinique, presque 2 ans, je suis pas une insulaire. Et donc, on est rentré à Noël à Paris pour fêter Noël, parce que ma mère est née le 24 décembre. Et au retour, au mois de janvier, on attendait tous à l'aéroport, je me rappellerai toujours, c'était Orly. Et j'avais ma nièce dans les bras, et Air France lance au micro qu'ils ont fait du surbooking et qu'ils proposent à des gens de rester sur Paris pour ceux qui veulent repousser leur vol. Et je me souviens très très bien de ce moment-là, c'était en 2000, je pense. Si je me trompe pas, j'ai pris ma nièce, je l'ai mise dans les bras de ma sœur et je lui ai dit je reste à Paris. tu en avais marre déjà, tu étais en mode tu te posais des questions. Ben, la vie en Martinique est magnifique, hein, mais encore une fois, je suis pas une insulaire. Intellectuellement parlant, je m'ennuyais beaucoup. Tu vendais toujours des luminaires là-bas. Oui, non, j'étais passée sur d'autres Ouais, produits, ouais. mais je m'ennuyais beaucoup. Alors, j'avais créé un cercle d'amis qui sont toujours mes amis à l'heure actuelle. Mais je m'ennuyais. Intellectuellement, je m'ennuyais. Et puis, j'avais l'habitude de voyager en Europe. Là, tu es sur une île, tu as vite fait le tour. Tu vas à la Dominique, tu vas à Saint-Domingue, tu vas... mais non, je suis pas... Je Ta suis sœur vit profondément européenne. Et ta sœur vit toujours là-bas? Oui, Ouais, donc, ouais, et tu y vas souvent? oui, régulièrement. T'as pas la nostalgie de temps en temps? Tu te dis Non, pas? non, Ok. je suis pas quelqu'un de nostalgique. Donc voilà, t'es revenu, Mhm, Paris, oui, qu'est-ce que t'as fait? j'ai repris mes études. Ah ouais, t'as repris tes études. Ouais, Des études de quoi? je suis retournée habiter chez ma mère et mon beau-père. Ok, Et j'ai repris des études de commerce international. Ouais, Et là, là, ça a été une révélation. révélation. Ouais, et tu t'es dit, je veux faire ça dans ma vie. ouais. Et donc, t'as repris tes études, t'as fait, je suppose, un stage ou t'as fait. Oh oui, j'étais en alternance. Je faisais mes études aux mines à Orly, vers Orly. Et je faisais mon stage à Roissy et j'habitais à Saint-Cloud. Ok. Donc, j'avais 3 heures de trajet par jour pour Et- pouvoir faire tout ça. Et tu faisais quoi? C'est-à-dire Bah, tu étais stagiaire dans quel domaine? le fret aérien.
Ok. Ah oui, que tu Fret dis, ouais, aérien. donc J'étais en zone de fret, ouais. tu étais en zone de Ouais, fret. j'étais en zone de fret, donc je connaissais tout ce qui était vocabulaire du fret, LTA, etc. Donc c'est pour ça que j'ai eu une belle connaissance de tout ce qui est import, export, commerce international, les réglementations à l'international, etc., etc. C'était super intéressant. Ok, donc ça après, et Luxembourg dans tout ça. Quand est-ce que tu arrives au Luxembourg? Ah, Bien après. bien plus tard, bien plus T'as une tard. longue carrière en fait. Hein. Pardon? T'as une longue carrière en fait. Ouais, 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 j'ai une longue carrière. Alors, donc, J'ai pas tout mis dans mon t'as tout CV. mis. Donc t'as eu quoi alors? Donc t'es parti donc de Paris ou t'es resté à Paris? T'as En fait, fait. non, non, donc j'ai, après le commerce international, j'ai travaillé chez une société qui s'appelait AMC, c'était l'Agence maritime cognacaise, et on s'occupait de tout leur fret maritime et aérien pour tout ce qui était cognac. On travaillait notamment pour Moët Hennessy, etc. Et j'étais assistante commerciale dans un bureau à Asnières. C'était horrible. C'était horrible. J'aimais bien tout ce qui était l'aspect commercial, le contact client, etc. Mais tout ce qui était administratif, moi, ça me dépassait, ça me faisait suer. Et on avait un boss qui était assez tyrannique, avec qui ça se passait pas très, très bien. Alors, c'était le boss du bureau, mais l'agence maritime était à Cognac. Et là, il y avait un CEO qui est décédé depuis, qui s'appelait Denis. Avec lequel je m'entendais très très bien. Et au bout de 2-3 ans, je lui ai dit écoutez, il faut qu'on déjeune ensemble. Il a très bien compris où je voulais en venir. Et je lui ai dit je vais pas tenir. Il me dit je m'attendais à ça. Il me dit il n'y a pas de possibilité d'évolution chez nous, malheureusement. Je vois que vous avez un caractère à vouloir aller plus loin. J'ai pas d'alternative. Et on a négocié un départ avec beaucoup de gentillesse et beaucoup de bienveillance. C'était quelqu'un d'assez extraordinaire. Ok, donc ça c'est les frais, etc. Ensuite, Ouais. dans quel domaine? Ensuite, j'arrête donc de travailler et je fais un bilan de compétences avec une coach à Paris, une coach extraordinaire. Et j'arrive vers elle en lui disant, moi, le commercial, c'est pas pour moi, je veux pas le faire. Donc, elle me fait tout un bilan de compétences avec des tests psycho, des tests de logique, etc. Et elle me dit, à la fin de ce bilan de compétences, elle me dit, Nawel, je suis désolée, mais vous êtes une vraie commerciale. Et pourquoi tu voulais pas c'était quoi qui t'avait dit je veux pas être commercial? Je sais pas, à cette époque-là, je me disais, je veux faire de l'événementiel. Moi, l'événementiel, ça me plaisait. Et elle me regarde et elle me dit, mais vous pouvez tout à fait faire du commercial dans l'événementiel. Ok. Et il y avait une société à l'époque qui me faisait de l'œil un peu, qui m'a fait un peu du pied, c'était Reed Midem. Ok. Je sais pas si tu connais Reed Midem. Non, mais- Alors, Reed Midem, il s'occupait, il s'occupe toujours d'ailleurs du MIPIM, du MAPIC, du Midem, du MIP TV, à Cannes, au Palais des Festivals. Ok. Et je leur ai envoyé mon CV. Et je Et suis rentrée chez Reed Midem. Pendant combien d'années? 4 ans. Ok. Et là, c'est super expérience. Ah oui, une superbe expérience. Au départ, je m'occupais du MIPIM, donc tout ce qui était aspect investisseur pour le MIPIM, donc le salon de l'immobilier à Cannes. Et très vite, au bout de 6 mois, ils m'ont passé responsable des ventes internationales sur le MAPIC. Donc là, j'étais en charge des enseignes qui voulaient se développer à l'international. Et là, j'allais avec mon bâton de pèlerin. Je me souviens très très bien, je lisais des magazines sur les enseignes, sur les concepts. La petite anecdote, par exemple, j'avais trouvé Rituals à l'époque. Ok. Je te parle de ça Ouais. en 2004-2005. J'avais vu un article sur Rituals, j'avais appelé à l'époque donc le CEO, toujours actuel, Richard Klusterman, Monsieur Klusterman, Raymond Klusterman, et j'étais allée le voir à Amsterdam pour lui vendre une entrée, parce que l'entrée à l'époque c'était 500 € quand même, hein, pour un salon professionnel sur 3 jours. Ouais. Et très vite, je lui ai vendu un stand, j'ai fait venir Rituals au MAPIC, c'était chouette, il y avait plein de marques comme G-Star, comme beaucoup de marques, beaucoup d'enseignes internationales, et je m'éclatais. Ensuite, Et ensuite, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu as été au Luxembourg. ah bah, par le biais du MAPIC, en fait, j'étais invitée donc à des événements. Et là, je suis invitée à un bal de charité à Londres. Et lors de ce bal de charité, je vois un monsieur qui m'observe. Et je me dis, bon, parce que c'est un plan drague, qu'est-ce qu'il a? Il vient me parler. Donc, c'était il un était Anglais. peut-être fan de Tina Turner et c'était peut-être la même coupe de cheveux. Ou d'Afida, peut-être. Ouais, fidèle. C'est plus Shakira actuellement. Hein. Ouais. Moi, c'est Nawel, mais bon, ça va. Et donc, il vient me voir et il me parle et il me demande ce que je fais là, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Et ce que je prends pour un plan de drague au départ devient vite un plan professionnel plutôt. Donc lui, je lui pose la question de ce qu'il fait là aussi et il me dit, je suis dans la presse. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites dans la presse? Et il me dit, je travaille pour Northern & Shell, un groupe de presse anglais.
Et je le regarde et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites dans la presse? Il me dit, I'm the owner. Et donc, j'étais face à une des plus grandes fortunes anglaises qui s'appelle Richard Desmond, qui est un des magnats de la presse anglaise et qui cherchait, in fine, une directrice licensing internationale pour son magazine un peu People qui s'appelle OK. Donc, je n'étais pas en charge du contenu, j'étais en charge du développement licensing à l'international. Donc, il m'a très vite proposé ce job-là. J'étais très étonnée, pas le soir même, hein, on s'est revus, évidemment, je suis retournée à Londres, on s'est revus lors d'un déjeuner, il me dit, écoutez, moi je pense que vous pourriez être ma directrice licensing. Et je lui ai répondu, mais moi j'y connais absolument rien au magazine, et il m'a dit, I know you can do it. Et là, au départ, je devais rester à Paris, sachant que ma vie, moi, était à Paris. Et très vite, on m'a dit, mais comme tu dois être la directrice et la gérante de la société à Luxembourg, eh bien, il va falloir que tu t'installes au Luxembourg. Ok. Donc, depuis Luxembourg, tu opérais à À l'international. l'international. En fait, j'étais dans les avions toutes les semaines. C'était quoi les noms des magazines? OK Magazine. Ok. Donc, ouais, OK. Ok, je connais pas. En fait, c'est un peu comme Voici, Gala, c'est du même acabit. Donc, en fait, mon travail à moi, c'était surtout de développer, d'aller chercher des partenaires médias avec lesquels on faisait pas de la joint venture, on faisait du licensing, de travailler beaucoup sur la propriété intellectuelle parce qu'il fallait développer la marque, la déposer, etc. Donc, il y avait un gros aspect légal qui était passionnant. Puis, tu vois, finalement, ça me ramenait au droit sur lequel j'avais pas... Ça t'a servi, finalement, un petit peu? Complètement. Ouais. Et puis, quand tu te retrouves avec des contrats de licensing de 52 pages en droit anglais, je peux te dire que les premiers temps à Luxembourg, j'ai passé mes soirées à potasser les contrats. Et c'était super intéressant. J'ai appris énormément. J'ai développé la marque dans 17 pays. On parle de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires quand même. Okay. Donc, j'ai fait ça pendant 7 ans. Donc, une semaine, j'étais à Tel Aviv. Une semaine, j'étais à New York. On avait des bureaux à New York. Une semaine, j'étais à Londres. J'étais sans arrêt en voyage. Sans arrêt. Donc, et t'as aimé voyager, tu t'es dit... C'est une passion. Déjà, personnellement, j'adore voyager. Mais en plus, quand tu arrives à allier ta passion avec ton métier, c'est extraordinaire. J'estime que j'ai eu une chance phénoménale. C'est un conte de fées. Hein. Donc, tu as fait ça pendant 7 ans? 7 ans. 7 ans? Oui. Et après? Après, j'ai eu ma fille. Ok. Après, j'ai eu ma fille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ma fille a eu 2 mois, il voulait rapatrier OK Magazine en Angleterre pour des raisons diverses et variées dans lesquelles j'ai pas envie de rentrer. Et on m'a demandé de venir en Angleterre. Et t'as pas voulu? Non. Bon. Non. Donc je voulais rester au Luxembourg. On va parler après de ta fille, une histoire particulière et du livre que tu as écrit. Mais continuons un peu encore sur la carrière. À un moment donné, tu as bossé pour... Oui. Tu connais... Mon visage s'est fermé. Ah. Je devais pas citer cette boîte? Non, pas le nom, ouais, non. Ok. J'ai pas envie d'en parler. Que c'était pas... C'est pas une expérience qui me... Alors, ça reste une expérience, donc forcément, tu apprends aussi, tu apprends ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, et c'est hyper formateur. Et je garde beaucoup de beaux souvenirs avec l'équipe avec laquelle je suis toujours en contact. De toute façon, ils sont tous partis, donc... Ça existe encore? Je sais pas, ça m'intéresse pas. Donc ça, t'as eu cette période-là, Ouais, et ensuite t'es rentré. Et ensuite t'es rentré chez Prolingua directement. Ouais. Donc Et Prolingua. tu vois, le sourire revient. Voilà. Ok. Prolingua, c'est une rencontre humaine. Oui. Prolingua, c'est une rencontre humaine. C'est une création de poste déjà au départ. Ok. C'est une création de poste de directrice commerciale. Et là, c'est la rencontre coup de cœur avec Fernand Voltaire, donc le fondateur de Prolingua, et son mari Marc Kesch. Okay. On en parle très très peu d'eux dans les entrepreneurs luxembourgeois, mais je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur eux. Ils sont assez exceptionnels. Humainement, ils sont extraordinaires. Ah bah, on pourrait peut-être les inviter à Kamel Sans Filtre, s'il accepte. Hein. Ah bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, donc lui te donne ta chance. En fait, il faut savoir que quand je vais à cet entretien-là, j'y vais, il pleut, j'ai oublié mon CV, mon mari est obligé de me ramener mon CV, j'y vais à reculons, je me dis, mais une école de langue, même si je pratique plusieurs langues. Hein. Ouais. Et en fait, je suis arrivée dans une société... déjà, le regard lumineux de Monsieur Voltaire lors de l'entretien, tu le connais. Je l'ai vu une fois et c'est vrai qu'il est radieux. En fait, il est solaire. Ouais, solaire, c'est le mot, c'est ce mot solaire. Il est solaire et puis Marc également. Et c'est une superbe opportunité. Et quand je sors de là, je me dis, je veux travailler avec eux. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ta plus grande réussite professionnelle aujourd'hui? Mais
je pense que toutes les expériences, elles ont été... OK Magazine, ça a été une sublime expérience. Read Me ça a été une sublime expérience. Amicalement, professionnellement, j'ai appris beaucoup dans tous mes postes, en fait. Donc, et la société dont tu veux pas parler également. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Qu'est-ce qui te passionne aujourd'hui dans ton métier? Aujourd'hui, le contact humain. Le contact humain. Le fait de te dire qu'une langue peut changer la vie de quelqu'un. Moi, aujourd'hui, j'ai des gens qui apprennent une langue par amour l'un pour l'autre. C'est-à-dire que tu peux avoir un couple mixte. Le monsieur, par exemple, est luxembourgeois, la dame est portugaise. Et l'un va apprendre la langue de l'autre. Et Ok. tu te dis que tu contribues grandement à un changement de vie. On parle aussi de la nationalité, des gens qui viennent, qui ne sont pas forcément européens, et qui doivent apprendre une langue pour justement avoir un passeport qui soit européen pour pouvoir continuer de vivre ici, etc. Et tu te dis que tu contribues à ça. On n'est pas dans le monde des bisounours, hein, je veux dire, on se comprend bien. Hmm. Mais une langue peut changer une vie. Une langue peut changer une vie professionnelle, une vie amoureuse, peut te faire évoluer dans le cadre de ton travail. Donc, tu te dis que si par mon petit travail, je peux contribuer à tout ça, je me dis que c'est génial. Les langues, est-ce qu'elles sont pas amenées... certaines langues, des fois, sont amenées à disparaître. Tu sais, quand j'ai commencé au Luxembourg, Ouais. je sais qu'il y a certains niveaux, en fait, quand on vient une langue morte. Et à l'époque, je crois que le luxembourgeois était pas une langue morte, mais elle était vraiment à un Ouais, niveau où ouais. elle aurait pu le devenir. Ouais, ouais. Et là, c'est plus du tout le cas. J'ai l'impression qu'au contraire, c'est... Mais déjà, en 8 ans, tu vois, déjà, le luxembourgeois explose. Et moi, quand je suis arrivée chez Prolingua, en fait, on apprenait le luxembourgeois surtout pour avoir la nationalité, faire les 24 heures, etc. Or, aujourd'hui, on est face à une population qui vient habiter à Luxembourg, qui vit à Luxembourg et qui veut apprendre le luxembourgeois par respect aussi pour la population luxembourgeoise. Et ça, c'est un changement de paradigme énorme parce que tu n'es plus sur une population qui veut une nationalité, tu es sur une population qui veut vivre et qui veut faire partie intégrante du microcosme luxembourgeois. Donc là, c'est au quotidien. Donc, tu as une équipe, tu as Oui. des gens. Comment tu te sens avec eux? Est-ce que des fois, tu es dur avec eux ou est-ce que tu trouves que tu ne l'es pas assez? Faut leur poser la question. Non, moi, je pense que je suis un peu comme toi. Ah, mais comment je suis alors? Moi, je te trouve super cool avec tes équipes. Alors, il faut quand même dire, j'ai hérité pour les 3/4 d'une équipe, hein. C'est pas moi qui l'ai choisi. Et il y a un esprit de bienveillance chez Prolingua. Alors, on n'est pas non plus des philanthropes. Il y a évidemment un objectif commercial, un objectif de chiffre d'affaires avec des objectifs par année. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une ambiance plutôt bienveillante, plutôt sympa. On célèbre tout. Toutes les victoires, on les célèbre. Et je pense que je suis plutôt une manager faire et plutôt dans l'équité. Dans ce qui est juste, j'aime bien ce qui est juste, et plutôt dans une bonne atmosphère. On est bien, hein, chez Prolingua. La preuve, c'est qu'on a des profs qui sont là depuis 25 ans. Moi, j'ai des gens dans mon équipe qui sont là depuis 12 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, s'ils n'étaient pas bien, ils ne resteraient pas. Est-ce qu'ils n'ont pas peur que l'IA tue leur métier? Non, parce qu'en fait, on a une nouvelle direction pédagogique, Roberto, qui est très penché sur la question. Moi, je suis sur des sujets aussi d'IA. Je pense que l'IA peut être un sublime outil pour gagner du temps, notamment pour la préparation des cours pour les profs. Ça les aide beaucoup, c'est devenu un outil. On utilise beaucoup d'outils IA en cours aussi, donc dans la formation. Donc, plutôt que d'aller à l'encontre de l'IA, servons-nous-en de façon intelligente. Parce qu'il y a des pubs aujourd'hui, je le vois un peu partout, Ouais. ils disent oui, grâce à l'IA, on peut Ouais, apprendre bien sûr. plus rapidement, plus facilement. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre plus facilement ou est-ce que le contact humain est encore très important pour apprendre une langue? Bah, je vais être franche Avoir avec un toi, prof, on a 70% de nos cours qui sont en présentiel. Ouais. Ça répond à ta question? Bah, Je pense que l'être humain, tu sais, on a eu une crise du Covid qui a fait que tout était en ligne. Les gens en ont marre d'être derrière un écran. Les gens, ils ont besoin de contact.
Et effectivement, il y a de très bons outils d'IA sur de la formation, ça, j'en disconviens pas. Mais c'est vrai que la correction du prof, le bravo du prof, la façon de mettre sa bouche pour prononcer un mot en anglais, en allemand ou peu importe, le contact avec le prof, il est mais crucial. Euh, S'il y avait une tâche au quotidien dont tu devrais te débarrasser, ce serait quoi? L'administratif. C'est bizarre, tout le monde me parle de ça. Moi, On dirait que j'adore être en rendez-vous, j'adore rencontrer mes clients, j'adore les écouter. Ouais, je suis en contact avec des RH et des services formation au quotidien. J'aime bien entendre leurs préoccupations. On échange, en fait, on échange énormément de façon informelle. Et je pense que c'est peut-être ça qui fonctionne. y a-t-il une personne avec qui tu rêverais de travailler? Avec qui tu aimerais bosser ça peut être même une personne très connue, hein. Peut-être que je ne l'ai pas encore rencontré. Mais je sais pas, ou un mentor, ou une personne où tu te dis, tiens, lui ou elle, hein, Ouais. je trouve très pertinente ce qu'elle fait et j'aimerais bien bosser avec. Tu as eu des mentors? Je n'ai eu que ça. Ouais. Je n'ai eu que ça. Et en plus, moi, c'est souvent des hommes qui m'ont mis le pied à l'étrier et qui m'ont fait confiance. Alors, le mot confiance, pour moi, c'est un mot qui est très important, hein. Je ne la donne pas à n'importe qui, la confiance. Et ils m'ont fait confiance. Et c'est plutôt des hommes, ouais, qui ont été des mentors, encore aujourd'hui. Mais il y a des femmes. Je suis inspirée par beaucoup. Alors, ce sont des hommes qui m'ont mis le pied à l'étrier, ce sont des hommes qui ont été mes mentors. Et ce sont beaucoup de femmes qui m'inspirent. Par exemple, Beaucoup de femmes qui m'inspirent. qui, par exemple? Euh, Ou au Luxembourg, il y en a au Luxembourg qui te disent, tiens, mais toutes les femmes m'inspirent. Je veux dire, j'ai pas de nom comme ça, brûle pour point, mais elles sont courageuses déjà, surtout celles mais tu te rends compte de la vie d'une femme? En fait, c'est pas pour prêcher une espèce de féminisme. Une femme doit assurer au travail, à la maison, dans l'éducation, en tant que femme. C'est un métier. Je pense que 24 heures ne suffisent pas dans la vie d'une Bah, femme pour. les hommes aussi, hein. On doit assurer dans tout. Oui, évidemment, mais c'est vrai que les femmes, on nous attend sur plein de sujets, sur plein de points. Alors aujourd'hui, il y a des papas qui sont exceptionnels et ça tend à changer, évidemment. Mais je trouve que moi, les femmes m'impressionnent. Il y a beaucoup de femmes qui m'impressionnent. Ne serait-ce que ah ouais, la personne qui... j'ai oublié son nom. C'est Stéphanie Jacquet. Oui, oui. Ça, c'est une femme qui m'impressionne. Ok. Ce qu'elle a réussi à faire avec Cocotte, avec Gang, ça, pour moi, ce qu'on appelle une sacrée nana et c'est un compliment dans ma bouche. J'ai des femmes comme Mélissa Thoriot qui font des documentaires là où on ne les attend pas. Des femmes qui se battent au quotidien, des femmes comme... il y a plein de femmes, en fait, il y a pléthore de femmes qui m'impressionnent. On va faire une transition un peu facile, c'est que donc les femmes qui t'impressionnent et qui ont eu des combats à mener, Ouais. toi tu en as eu un à mener il y a quelques années et tu en as écrit un livre d'ailleurs. C'est toujours bizarre de voir la couverture. Ouais, donc voilà. Merci David Gavrois. C'est David Gavrois que j'avais reçu dans Ouais, le podcast qui a fait cette photo. Ouais. Au départ, c'était pas du tout ce que je voulais faire, hein. Tu voulais faire quoi au départ? On était en train de déjeuner, c'était l'été dernier, et puis je lui parle de mon livre comme ça, je lui lance dans la conversation, et il me dit, t'as pensé à la cover? Ah bah c'était le marketeur qui pensait directement. C'est ça, Ouais. c'est ça, des formations professionnelles. Et je lui dis, écoute, non. Et il me dit, mais il faut que tu mettes ton visage avec ton émotion, avec... Et on a passé plus d'1 heure et demie dans son studio pour faire cette photo. Il m'a fait rire, il m'a fait pleurer. Et il m'a dit, il faut que tu montres l'émotion que tu as quand tu parles de ta fille. Et je trouve qu'il s'en est pas mal sorti. Et en fait, j'avais évidemment, je ne suis pas nue, hein, je précise, j'avais mis un espèce de bustier comme ça, parce que quand tu donnes la naissance, bah, t'es nue. Donc c'était pour inspirer la naissance. Et là, je les vois, les larmes quasi dans mes yeux, quand là, je pensais à ma fille. Ouais. Bah, c'est assez émouvant. Je vais prendre un passage, enfin pas un passage, je vais prendre en fait la préface, Ouais. et je vais la lire si tu le veux bien. Ouais, bien sûr. Quelques mots avant d'entamer le livre. Ce livre est d'abord pour toi, ma fille, quand tu seras en âge de lire. Elle est en âge de lire maintenant.
je pense. Hein, Je l'ai écrit, j'ai commencé à l'écrire il y a 16 ans. il y a 16 ans. Ok, donc je veux que tu saches que l'on t'a bien aimé avant de te rencontrer. Tu es la lumière et l'amour de notre vie et les adjectifs me manquent pour t'exprimer ce que je ressens quand je te regarde, ma fille. Ce livre est évidemment dédié à tous les couples, femmes, hommes, face au désir de maternité et confrontés à la fécondation in vitro en toute autre forme d'aide à la procréation. Je voudrais remercier tout particulièrement le docteur Cahen pour sa préface si vraie, si juste. D'ailleurs, je l'ai lu, la préface. Elle est intéressante, mais je ne vais pas la lire, elle est un peu trop longue. Et ma pudeur, en fait, il y a des choses que Ouais, tu me connais, ouais, ouais. voilà, il y a des mots que j'arrive pas à mettre, à mettre dans ma bouche, surtout devant tout le monde. Mais je voudrais remercier mon ex-mari qui a accepté que je mentionne son prénom. À sa manière, il a souhaité alerter les hommes sur le cancer et leur dire, par le biais de cet ouvrage, de ne pas attendre pour consulter. Je le remercie pour sa force, son courage et son soutien indéfectible. Je souhaite également remercier les équipes médicales, Anne tout particulièrement, qui se reconnaîtra à travers ce livre, ainsi que tous les anonymes qui ont essayé de nous aider ou au moins nous soutenir. Je remercie bien évidemment ma famille pour son amour, son accompagnement, ces mots qui ont fait que je n'ai jamais abandonné malgré les épreuves. Merci à vous, vous êtes ma force. Alors, je vais m'en arrêter là, mais est-ce que tu peux expliquer donc ce livre à ceux qui ne connaissent pas, faire ton pitch en quelques mots? En fait, à la base, quand tu es face à l'infertilité, c'est un coup près qui tombe. Moi, j'ai toujours voulu être maman, d'aussi loin que je me souvienne. Et lorsqu'on a appris que, je me suis rendu compte très vite que ça ne marchait pas. Et quand on a appris à la suite d'un spermogramme ce serait un passage obligé de passer par la PMA, donc la procréation médicalement assistée, et notamment la FIV. Pour nous, c'était une ICSI, donc c'était assez complexe. J'ai commencé à écrire parce que, comme toi, je suis assez pudique. Et j'ai écrit. C'était de façon cathartique au départ pour pouvoir coucher sur le papier tout ce que j'avais envie de vomir, en fait. Il y a 16 ans. Donc, Ouais. Et Et après, j'ai écrit très vite en me disant, j'ai continué d'écrire, mais des centaines de pages, en me disant, j'aurai cet enfant-là, et cet enfant saura que je l'ai aimée bien avant de la connaître. Et je savais que ce serait une fille. Je ne sais pas te l'expliquer. Mais je sentais que ce serait une fille. Et puis, au fur et à mesure de mon parcours, je me suis rendu compte que la PMA, donc et la FIV, en règle générale, est un chemin qui est emprunté par de plus en plus de couples. Et je me suis dit, mais pourquoi tu ne mettrais pas tout ça pour aider d'autres couples? Et en fait, il y a 2 ans, je mangeais avec une de mes copines RH, qui est dans le même parcours que celui dans lequel on a été. Et elle me parle de ses échecs, de ses galères. Et elle me dit, ouais, c'est dur, l'accompagnement, c'est dur, il n'y en a pas. Enfin bon. Et je lui lance comme ça, ne m'en parle pas, j'en ai fait un manuscrit. Et elle me regarde, elle me dit, mais où est-ce que je peux acheter ce livre-là? Je lui dis, mais je l'ai pas publié. Elle me dit, mais Nawel, mais envoie-le à des maisons d'édition. Et je l'ai envoyé et ça a été publié. Et quand tu l'avais écrit, tu avais fait intro, conclusion, tout ça. Tu avais un fil rouge déjà ou Non, j'ai t'étais... écrit, mais en fait, ce livre, c'est un road movie. Il n'y a pas de chapitre. Ok. C'est un road movie de tout ce qui s'est passé pendant presque 5 ans de fécondation in vitro, parce que c'est un parcours qui est quand même jalonné d'échecs, de challenges, etc. Donc, c'est vraiment un road movie, c'est un tourbillon d'émotions. Mais in fine, je pense que c'est... tiens, pas plus loin que ce week-end, mon ex-mari a lu le livre. Il a beaucoup, beaucoup pleuré, évidemment, parce que c'est beaucoup d'émotions. Et il m'a dit, tu vois, Nawel, si on avait eu ce livre entre les mains, nous, on aurait peut-être eu moins d'ascenseur émotionnel. Et si j'arrive à aider des couples par le biais de ce livre, et qui sentent qu'il y a une résonance, qui se sentent entendus, écoutés, compris, j'aurais fait quelque chose de bien. Est-ce que l'écriture a appris quelque chose de toi? Est-ce que tu as appris quelque chose de toi en écrivant? Parce que bon, après, tu l'as fait pendant 16 ans. Mais est-ce que ça t'a J'ai appris... pas écrit pendant 16 ans. Hein. Oui. J'ai Ok. écrit pendant 4-5 ans. Et puis après, le manuscrit, je l'ai mis de côté sans le corriger parce que j'avais peur de me remettre dedans parce que c'est un parcours qui est tellement violent et qui est tellement dur, le parcours de vouloir être parent. L'infertilité, c'est quand même quelque chose d'assez violent. J'ai eu du mal à me remettre dans le livre, pour les corrections notamment. C'était viscéral, ça me faisait mal au ventre. Et tu l'as corrigé toi-même? Je l'ai corrigé moi-même et la maison d'édition a fait une part de correction aussi. Mais elle n'a pas corrigé le contenu réellement. C'est-à-dire l'histoire reste la même. Oui. Il n'y a pas de grosse correction. Il y a pas eu de Non, réécriture ou il n'y a pas de quoi? réécriture. Et il n'y a pas eu d'utilisation d'IA? Non,
Non, non, justement, c'est Ouais. la première question que je leur ai posée. Je ne voulais surtout pas qu'on dénature le propos. J'assume les maladresses, j'assume le tourbillon d'émotions, j'assume tout. J'assume tout ce qui est dans ce livre. Alors, moi, à l'époque, même maintenant, je me dis, mais quelqu'un qui a écrit un livre, c'est un chercheur, un écrivain, Ouais. quelqu'un qui est vraiment dans le domaine. Ouais. Même ceux qui ont fait littéraire, Bien sûr. c'est assez compliqué Mm. d'écrire un livre. Aujourd'hui, Ouais. je sais pas pour toi, mais tout le monde sort son bouquin. Alors, est-ce que parce que on a plus de chances de le faire, ou est-ce que c'est l'IA qui permet de faire ça? Parce qu'il y a des gens, ils utilisent forcément l'IA pour Mm. écrire leur bouquin. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je peux pas parler en leur nom parce que je ne connais pas leur histoire. Moi, c'est quelque chose que j'avais enfoui au fond de moi depuis des années et qu'il fallait. Je l'ai sorti au moment où je me suis rendu compte. On parle d'un couple sur 8 qui est face à l'infertilité. 1 sur 8? 1 sur 8. Oui. Tu vas sur fiv.fr, c'est un couple sur 4 qui abandonne l'idée d'être parent au bout du premier échec. Mm. On est sur beaucoup de couples qui sont face à la fécondation in vitro. Donc tu te dis, si ça peut aider des couples, pourquoi pas? Après, ils peuvent se tourner vers l'adoption. Oui, Tu c'est avais, un chemin qui est très long. tu en as eu l'idée à un moment donné ou Oh oui. et abandonné? Ouais. Et- Mais Seb voulait pas. Ok. Et donc, Je vais pas spoiler tout le livre. ouais, tu vas pas spoiler Mais tout. évidemment que tu penses à l'adoption. Quand tu veux être parent, j'aurais pu l'appeler ma fille à tout prix aussi. Hein. Je veux dire, tu deviens, quand tu n'arrives pas à être maman, en tout cas dans mon cas, j'en étais à un moment à changer de trottoir quand je voyais une femme enceinte. Ah oui, ok. Ouais, Ouais, c'était- c'est très douloureux. Et tu as des frères et sœurs? Oui. De combien? J'ai 2 sœurs et un frère. Ouais, donc tu as eu la sœur qui était aux Antilles. Ouais. Et Et donc, une sœur à vie Paris, un familiale, etc. Et tout. Donc, cette envie d'avoir un enfant, ça a toujours Ben, été. Je te dis, d'aussi loin que je me souvienne, j'adore les enfants en plus. Donc, j'aime Et- beaucoup le monde des enfants. Et aujourd'hui, ta fille, à quel âge? Elle a 11 ans. Ok. Ouais, je peux plus. Ouais, mais t'as mis Beaucoup de temps. beaucoup de temps. Beaucoup de temps. C'est un vrai parcours. Hein. C'est un vrai parcours de combattant, la fille. Hein. Et le combat de maman, après, c'est beaucoup plus facile ou pas? Ça dépend de ce que tu mets derrière le mot facile. C'est toujours pareil. C'est plus un combat d'être maman. Enfin, pour moi, c'est un bonheur. Donc ce livre-là, donc, il est sur Amazon, on peut Il est sur on peut Amazon, l'acheter. il est sur lafnac.com, il est sur cultura.com. Et après, pour les librairies, c'est eux qui choisissent. La librairie est maître de ses commandes. Donc c'est la librairie qui choisit de le mettre dans sa librairie ou pas. T'es parti voir Inster? Pas encore, mais Ouais, je vais le faire. ouais. Et alors, ouais, donc justement, comment on fait pour être publié? Parce que, comme je t'ai dit, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut écrire son livre? Ben, déjà de l'écrire, Ouais. dans un premier temps, Ouais. d'avoir une histoire à raconter qui puisse résonner auprès d'autres personnes. Ça peut être n'importe quoi, je ne sais Et- pas. Et puis surtout, s'adresser... moi, je l'ai envoyé quand même à beaucoup de maisons d'édition. Hein. Et il y en a combien qui ont... 2. Ok, donc, et quand ils acceptent de publier, ils prennent un risque financier ou tu payes une partie? C'est une maison de coédition, hein, les éditions Ok. Véronne. Hein. Donc, tu payes en fait, c'est un coût qui ne s'élève pas à grand-chose, mais après, c'est eux qui prennent le risque financier, évidemment, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter en fait à Nawel pour ce bouquin? Qu'il y ait une résonance auprès de certains couples qui sont face à ce même parcours. Et j'aimerais bien ensuite pouvoir créer des groupes de parole parce que c'est ce qui m'a manqué, moi, dans mon parcours et ce qui manque à beaucoup de gens. Je suis beaucoup de couples et beaucoup de collectifs, d'associations de PMA sur Insta, sur les réseaux, etc. notamment. Et de pouvoir accompagner, écouter, faire des groupes de parole, me dire que les ministères prennent ça en compte aussi, se disent qu'il y a de plus en plus de couples qui sont face à ça. Il y a un vrai devoir d'accompagnement psychologique des couples. On va revenir à un truc aussi plus. Bon, tu parlais que tu étais très pudique. Ouais. Quand on te voit dans les events, etc., quand tu es avec toi ou quand on Ouais. te voit sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout l'image que tu projettes. On a l'impression que tu es beaucoup plus exubérante, etc. Je suis extravertie. Extravertie. Ouais. Il ne faut pas confondre extravertie avec la pudeur. Je parle beaucoup, mais finalement très peu de moi. Hein. Ok. C'est la première fois que je parle de mon parcours, par exemple, professionnel. C'est la première fois que j'ai vachement de mal avec ça.
Bah, J'estime que on a d'autres choses à raconter. est-ce que tu t'es dit très jeune que tu ne rentreras jamais dans une case classique? Ou est-ce que tu penses que tu es dans une case classique ou... Non, mais je l'ai senti ah non, je l'ai senti très très jeune que j'étais pas quelqu'un de classique. De par mes origines, en école privée catholique, tu vois, Ouais, donc tes ça rend parents... schizo un peu, Ouais. mais en même temps, j'ai des copains qui m'appellent tout terrain. Ouais, donc tu étais Ou dans le- une école privée catholique, Ouais. alors que tes parents sont Ah ben d'origine... j'étais la seule bouclée, hein. euh, J'étais la seule bouclée. Mais ouais, mais ça te passionnée par la forge, littérature. Ah ouais, c'est génial. évidemment. Parce que, ouais. C'est une force parce qu'on s'adapte à tout. Tu vois, pas plus loin qu'il y a 2 semaines, on était au Vietnam avec ma fille. Et je l'ai emmenée dans une famille vietnamienne. Ils vivaient à 17 dans un espace comme ça, avec des cafards comme ça dans les toilettes. On a fait un cours de cuisine avec eux. Et c'est ça, être tout terrain, c'est adapter. Et puis je voudrais transmettre ça, c'est une des valeurs que je voudrais transmettre à ma fille, c'est-à-dire de savoir aussi bien aller dans un hôtel 4 ou 5 étoiles que d'apprendre que la vie, c'est pas que le Luxembourg. Ouais, C'est beau, le Luxembourg, c'est aseptisé, c'est chouette, mais la vie, c'est pas que le ouais, Luxembourg. parce que justement, donc tu as eu ce parcours de vie, ta fille a un parcours de vie Différent, un peu plus aisé, disons. complètement. Comment tu... Parce que ouais, c'est la crainte de tout parent. Comment on peut être certain que ses enfants gardent les mêmes valeurs qu'on a eues Elle n'aura étant pas les jeune? mêmes valeurs parce qu'elle n'aura pas le même vécu. Je veux dire, elle a pas- enfin, Elle je veux manque dire, de non, elle rien. manque de rien. Hum, Non, ce que je fais au quotidien, c'est lui raconter notre histoire. hum. Ma mère lui raconte beaucoup notre histoire. Je fais beaucoup parler ma grand-mère dans ma bouche. Je lui fais l'accent arabe, elle rigole. Et elle parle arabe, donc tu parles. Quelques mots, ouais, Ouais. ouais, surtout les insultes. Mais je me dis que si elle fait ses études à Paris ou à Ouais. Bruxelles, il faudra qu'elle comprenne si jamais Ouais. on l'insulte dans la rue. Ok. Non, plus sérieusement, elle comprend des mots d'arabe, ouais. Mais après, moi, je suis pas bilingue en arabe, hein. On me l'a pas beaucoup appris, à part ma grand-mère. Mm. Mais je transmets beaucoup à ma fille notre histoire. Elle parle beaucoup avec ses tantes, avec sa grand-mère, avec son grand-père aussi. Je l'emmène dans des pays assez divers et variés. Là, pendant quelques années, on partait aussi au Sénégal. Elle m'a fait halluciner. La première fois qu'elle a mis les pieds au Sénégal, hein, donc vraiment l'Afrique noire, elle avait 8 ans ou 7 ans. Et puis, elle a choisi des copines sénégalaises et elle a enlevé ses chaussures comme elle. Elle s'est mise par terre comme elle. Elle a mangé le mafé, elle a mangé le poulet yassa. Et c'est ça les valeurs. Et les enfants s'adaptent Mais énormément. C'est tellement incroyable. bien. Ouais, on pense qu'ils ont leur confort, etc. Et tout, mais au final, tu les mets dans la rue avec les mêmes. Ils sont. Ouais, Elle ils était s'éclatent. heureuse. Là, elle me dit Hein. tous les jours, on repart au Hein. Vietnam, maman. Ouais, non, mais je pense qu'il faut beaucoup communiquer avec un enfant. Oui. Et lui parler du passé. Parce que le passé, pas par nostalgie, mais par devoir d'identité. Tu ne comprends ce que tu es et où tu vas que en sachant d'où tu viens. Nawel, maintenant, bon, tu sais, ma principale audience au niveau tech, comment toi, tu utilises la technologie au quotidien? Et je ne pourrais pas vivre sans la technologie. C'est-à-dire que nous, déjà, chez Prolingua, on a tout digitalisé. C'était déjà en 2019. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour la communication. Pour Prolingua, évidemment, hein. On utilise LinkedIn, on utilise Facebook. Je commence un peu avec Instagram de par mon histoire actuelle. Mais la technologie, j'ai envie de te dire, quand Internet ne fonctionne pas ou je suis démunie comme tout à chacun. Tu utilises beaucoup l'IA? L'IA très peu. Ouais. Tu sais, moi, je suis ChatGPT. littéraire. Ouais. Donc, j'aime bien écrire par moi-même. J'adore écrire. J'écris tous les jours. Mais pour des conseils, ou tu sais, les Google, etc. Alors, tu sais, nous, quand on était petits, on a les dictionnaires. Ouais. Moi, j'ai une fille qui est très curieuse. Donc, on utilise Google tous les jours. Tous les jours, on prend en photo des objets, des plantes. J'utilise beaucoup les outils digitaux, avec la nouvelle technologie, évidemment. Les réseaux sociaux, tu trouves que c'est un danger ou pas? Il faut savoir s'en servir. Il faut savoir s'en servir. Ça peut être un danger parce que le tribunal du net est un tribunal terrible quand on a une opinion. Puis alors, il faut avoir l'opinion qui va dans le sens de tout le monde. Ça, c'est ce qui me dérange un petit peu. Ce qui me dérange aussi, c'est un peu les influenceurs qui s'autoproclament, les journalistes qui s'autoproclament. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est aussi un merveilleux outil de communication pour faire connaître ta marque, pour faire connaître ton travail, pour faire connaître beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas vivre sans. Et justement, on parlait de la parentalité avant. Est-ce que tu penses que nos enfants, au niveau de la technologie, ils arrivent dans un monde beaucoup plus compliqué?
Ou au Non, c'est un contraire, monde qui beaucoup est plus facile? non, c'est un monde qui est différent. J'aime pas enfin, moi, j'ai du mal avec ces Mm. discours nostalgiques, pardon, qui disent bah, c'était bien mieux De vieux avant, réactionnaires. avant ce maudit portable. Tu vois, tu vois cette Ouais, phrase-là. ouais. J'ai l'impression de devenir une vieille conne réactionnaire, exactement. On a été des cons pour nos parents, ou on a été une génération différente pour nos parents. Nos enfants sont une génération différente. J'en ai marre de ce discours clivant. Voilà, ça me fait plaisir que tu m'en parles parce qu'on a un discours clivant sur les générations. Alors que non, il y a une vraie transmission, qu'il y a une possibilité de transmission dans les deux sens. Enfin, on apprend aussi de nos enfants, ils apprennent Oui. de nous, et je pense que c'est il faut arrêter, il faut arrêter le clivage. C'est le clivage qui me gêne. Je pense qu'on a une suite logique. Il y a 40 ans, on n'avait pas de téléphone portable, on vivait très bien, mais on vit très bien aussi avec le portable. L'IA fait une entrée fracassante. Si ça reste un outil et qu'on se sert toujours de son cerveau et encore plus de son cerveau, pourquoi pas? C'est un outil. Euh, Dans ton parcours, Oui. si tu pouvais reprendre une réussite, ce serait laquelle? Mais tout le parcours est une réussite. Par rapport à d'où je viens, par rapport à mon enfance, tout est une réussite parce que même quand enfin, tu vois, le mot échec pour moi, c'est pas un mot qui fait partie déjà de mon vocabulaire parce que tu apprends, tu Mm. apprends, tu apprends. Et puis il y a qu'en se trompant, il y a qu'en tombant qu'on devient plus résilient, qu'on devient plus fort, qu'on apprend et qu'on sait là où on a envie d'aller, plus envie d'aller. Donc tout est un chemin d'apprentissage Et tu t'estimes que tu as eu à te battre beaucoup? tout le temps. Donc la vie est un combat? Ouais. Je suis boxeuse, hein. Ouais, justement. Je suis Je boxeuse. veux en arriver là. Donc, tu Ouais, as un ouais. hobby, tu Moi, as fait de la j'ai boxe. commencé la boxe, j'avais 16 ans et demi. Ok, Donc, j'ai commencé par la boxe française. Et ensuite, en arrivant à Luxembourg, j'ai commencé la boxe thaï. ok. Et puis, j'ai eu un accident à la cheville, au talon d'Achille, il y a 1 an et demi. Donc, j'ai un peu arrêté, mais je suis prête à reprendre là. Ouais, Ouais. ouais. Donc, faut pas t'embêter. Non, justement, au contraire, ça te rend beaucoup plus calme, la boxe. T'as une posture qui est différente, je pense, même quand tu marches dans la rue. Et tu avais une hygiène de vie de sportif intense ou pas du tout Alors, j'étais une grande sportive. Je suis toujours une grande sportive. Je continue de courir, de faire du sport 3-4 fois par semaine quand même, hein. Donc, pendant que les gens déjeunent, moi, je vais au sport. Ok, donc tu prends pas de déjeuner, tu fais plutôt Non, le sport. lundi, mercredi, vendredi, je suis au sport le midi. Ok. Ouais. Ouais. Et Tous donc les l'hygiène midis. de vie parfaite aussi. Ouais, à l'époque où je faisais la boxe française, je me faisais 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures d'entraînement. Et puis, la première chose que je faisais en arrivant dehors, c'était allumer une cigarette. Et donc tu fumais alors que tu Ah, faisais mais je du. fumais comme un pompier. J'ai Et- commencé à fumer, j'avais 14 Donc ans. tu as dit tu fumais, donc tu as arrêté. Ouais, il y a 18 ans. Comment on fait pour arrêter Moi, j'ai jamais essayé, donc je peux pas le savoir, mais s'il y a un conseil à donner à des gens qui veulent arrêter. Alors, moi, on m'a offert le livre d'Alan Carr, La meilleure méthode pour arrêter de fumer. C'était un livre à l'époque qui coûtait 2 francs à la Fnac. Ok. Donc, je peux dire que ça date, hein. Ouais. Et en fait, je me suis vue en photo avec une cigarette. Ok. Et j'ai trouvé ça, mais détestable, vraiment. J'ai pas du tout aimé. Je me suis dit, mais comment tu te tiens avec ta cigarette comme ça? T'avales de la fumée et en fait, t'es plus forte que ça. Et j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Et pendant 1 mois, j'ai arrêté le café et je ne suis plus sortie. Parce que quand tu bois un verre de vin ou une coupe de champagne, t'as envie de fumer. Ok. Ouais, pas de vie sociale pendant 1 mois. Et pas de café pendant plus de temps que ça. Et puis après, voilà. D'un coup, donc ça fait un sevrage. C'était Ouais. C'est assez, je suis quelqu'un d'assez tranché. tu pourrais faire un livre, la méthode Nawel. Ça serait le livre de ton deuxième bouquin. Non, non, C'est non. Est-ce que tu voudrais refaire un deuxième livre, par exemple? Ou non? Je suis en train d'écrire un deuxième livre. Ok. Mm. On peut savoir un peu le titre Non. Non, le titre n'est pas trouvé Ouais. encore. C'est encore un phénomène de société. Je parle d'un phénomène de société. Ouais. C'est pas l'autobiographie ou Absolument tout ce pas. que tu as vu? Ok. Non, Et cette fois-ci, toujours pas d'IA, toujours toi-même qui écris. toujours. Donc j'écris à mon rythme. Les Ouais, journées donc- ne font que donc- 24 heures. Donc, tu as mis combien de temps à écrire le premier? J'ai mis 4 ans, pas jusqu'à Ouais, ce, ouais, que, ouais. ce que j'ai ma fille, mais Mm. le deuxième, je prends le temps. Si Et tu puis il y aura peut-être moins de maladresse, il y aura peut-être moins de... Je sais pas. auras appris du Ouais. premier. Ouais, puis je suis une autre femme aujourd'hui, j'ai 50 ans, hein. Ouais, donc c'est l'année dernière, 50 ans? Ou Ouais. quand? Ouais. Là, il y a 2 mois. Ça change quelque chose Je trouve que plus tu vieillis, plus tu t'assagis et tu deviens sage dans le sens noble du terme sage, la sagesse. Si tu devais abandonner tout ce que tu as construit aujourd'hui Hmm. et recommencer à zéro, tu ferais quoi? Je ferais la même chose.
Tout à Tout l'identique. pareil. Sauf travailler. Oui. Ah, Quoique non, pourquoi pas. Si, je le referai peut-être parce que ça m'a apporté. Tu apprends. t'as déjà eu, on parle beaucoup de burn-out, de choses comme ça, de Ouais, dépression, et des gens qui ont vécu ça. oui, oui. Est-ce Ouais. que toi, ça t'est déjà arrivé? Parce que, ou est-ce que c'est une chose où tu dis ça peut arriver à tout le monde? Comment toi, enfin, c'est peut-être trop personnel, hein, mais je sais que tu es assez pudique, mais est-ce que c'est quelque chose qui, bah, justement, quand t'as dû galérer à ce moment-là, est-ce que tu as eu des moments... J'ai une réponse à ça qui est il n'y a pas de forteresse imprenable. Ok. Et c'est souvent les gens les plus forts qui sont touchés. Donc, du coup, j'ai la réponse à ma question. Tu en tires les conclusions que tu souhaites. Euh, donc, si, est-ce que tu as déjà fait tu as dû faire des compromis euh, dans le boulot, Mais la vie, c'est une succession de compromis. Tu en fais tous les jours des compromis, évidemment, bien sûr. mais à quelque chose, et à quelle limite tu t'arrêtes sur sur ces Il ne faut compromis? pas confondre compromis et compromission. Donc, tu penses On a que... tous des... Moi, j'ai des valeurs dans la vie. Des valeurs éthiques, des valeurs morales. Euh, Et quand ça touche à mon éthique ou à ma morale ou à la morale de mes équipes... Ah tiens, j'ai une anecdote. Ah, Il y a quelques années de ça, quand j'ai commencé chez Prolingua, j'ai un monsieur qui m'appelle un jeudi soir. Alors, il faut savoir que nous, les agendas des cours sont faits le jeudi. Et j'ai un monsieur très important qui m'appelle un jeudi soir, qui me dit, Madame Thier, il faut à tout prix que j'ai les 24 heures de nationalité, il faut que je commence la semaine prochaine. Et avant que chaque mise en place d'un cours, nous, on fait... vous faites les 24 heures aussi? Ouais, bien sûr. Donc, les cours Ouais, bien où sûr, on a on est du mal à éligible. s'inscrire, Ouais. tu sais, on est là où il n'y a pas des Ah non, cours ça à tout. c'est le Ça, vivre autre chose. ensemble, Ça, c'est c'est autre ensemble. chose. C'est Ah oui. sur guichet.lu. Je Ouais. parle des 24 heures de luxembourgeois pour la nationalité. Ah, mais ça, c'est Et quand le tu as fait monsieur 20 me ans. dit, je suis un proche de tel homme politique. Donc j'appelle le bureau à 18 heures en disant, il faut à tout prix que le monsieur, on lui organise une prise de contact pour la semaine prochaine pour pouvoir organiser ses cours de luxembourgeois. Et il voulait des cours en ligne, etc. Il s'avère que le monsieur ne savait pas se servir de l'outil digital. Je te parle de ça il y a 6-7 ans. Hein. Hum. Et il traite ma prof de conne. Et j'ai la prof qui vient dans mon bureau en larmes en me disant, écoutez, le monsieur, il a été infect avec moi, et elle pleure. Et là, je me dis, que s'est-il passé? Il a dit qu'on était des cons, que ça, que ça, que ça. Donc j'ai appelé le monsieur et puis je lui ai dit, écoutez, comme nous sommes des cons, bah, écoutez, on va arrêter là et vous n'aurez pas de cours chez Prolingua. Ouais. Et Le fait d'avoir une prof qui se fait insulter par un monsieur qui me dit, mais vous ne savez pas qui je suis, et je suis une relation de telle personne, un ministre en France. Je lui ai dit, vous pouvez être le roi du monde, on s'en fiche. oui. Moi, de faire pleurer des profs de Prolingua, ça c'est inacceptable. On ne peut pas envisager une collaboration, c'est pas possible. Comment tu réagis face justement à des injustices en général, même dans la rue ou dans la vie? Comment t'es du genre à réagir ou du genre à... Je suis le genre à réagir. Ouais. Mm. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des trucs où t'es... Mm. Raconte-moi ça, ça m'intéresse. Bah, des coups de gueule. Ouais, tu vois, avec la boxe... Non, pas du tout. Non. Non, mais je suis pas quelqu'un de violent. Non, C'est marrant comme on confond C'est vrai. quelqu'un qui dit des choses, qui dit ce qu'il pense sans filtre. Hein. Mais quoi que j'en ai des filtres, beaucoup plus qu'on peut le croire. Je n'aime pas l'injustice, j'ai un problème avec ça. Tu vois, je me rappelle d'avoir pris le bus une fois et puis une vieille dame qui est tombée, le chauffeur qui s'est pas arrêté et moi qui hurle dans le bus, mais enfin, vous voyez bien que la dame est à terre, arrêtez le bus. Tu vois, des choses comme ça qui me rendent dingue. Tu vois, tu vois, Oui, je m'insurge. tu te révoltes rapidement. Non, pas rapidement, Kamel, pas Ouais. rapidement. Je me révolte quand c'est injuste. Et Après, j'ai appris à me battre pour les fight the right battle, tu vois. C'est, tu peux pas t'insurger contre tout parce que sinon Il faut choisir ses usant. combats. Il faut choisir ses combats, ouais. Il y a des combats plus légitimes que d'autres. est-ce que tu penses qu'au jour d'aujourd'hui, avec ce qui se passe partout dans le monde, il y a des choses, sans rentrer dans la politique, Non. etc. J'ai pas envie. Il y a pas de... Il y a plus d'injustice aujourd'hui qu'avant, ou tu penses que c'est pareil? C'est Ça a comme... toujours existé. Oui. L'injustice, elle a toujours existé. C'est pas... Sauf qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans les réseaux sociaux. Mm. On a accès à beaucoup c'est- plus d'informations. Tout à fait. Donc forcément, tu as accès à plus de choses. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Si tu devais transmettre une chose, un conseil, une conviction, ce serait laquelle? J'en ai plusieurs. Ne jamais rien prendre pour acquis, déjà. Et quand on a un combat à mener,
malgré les obstacles, malgré tout, ne jamais lâcher. Jamais, 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 jamais. T'en es la preuve. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as jamais osé faire et que tu dis, ben, je vais le faire prochainement sauter en parachute. Non, non, non. Sauter en parachute, c'est pas quelque chose. Je suis maman, en fait. C'est quelque chose que je voulais faire, mais maintenant que je suis maman, j'ai plus envie de le faire. Ok. Parce que j'ai une petite fille. Ouais. Et pourquoi? Tu penses que c'est trop dangereux? Peut s'y arriver quoi que ce soit. Elle a besoin de sa maman, ma fille. Tu vas avoir des fusionnels, là. Ça change beaucoup Tu la vois, maternité. ouais. Ouais. Même, je te rassure, la paternité également. Oui, évidemment. Quand on dit la maternité, la paternité, je pense que la parentalité change beaucoup de choses dans la vie. On prend des risques beaucoup plus calculés. Tu m'as dit que tu étais assez féministe. Ça veut dire quoi pour toi, être féministe? Alors, je pense que je vais me prendre dans les foudres de certaines personnes, mais je ne crois pas en l'égalité, mais je crois en l'équité. Ok. Voilà. Pour moi, l'équité, c'est encore ça avec la justice. J'admire beaucoup de femmes, peut-être parfois pas des femmes que tout le monde admire, mais des femmes au quotidien qui se battent et pour lesquelles on n'a pas assez de reconnaissance. Oui. Mais j'admire aussi beaucoup d'hommes. Je veux dire, j'ai pas envie qu'on me colle une étiquette, j'ai pas envie de rentrer dans une case. J'aime pas les cases, j'aime pas les étiquettes. Donc quand on essaie de donner... Je suis plutôt, je dirais, humaniste. Et je trouve que le combat de la femme est un combat qui n'est pas terminé. Voilà. Mais dans le métier professionnel, il y a cette tendance, un peu moins d'ailleurs, j'ai l'impression actuellement, où on va absolument avoir une femme dans un board, etc. J'aime pas cette histoire de quotas, là. Oui. Les quotas, justement. À tous les niveaux, dans la diversité. Moi, j'ai un peu de mal avec les quotas. Je préfère qu'on me choisisse pour mes capacités, pour mes skills, plutôt que par le fait de dire tiens, c'est une femme, il en faut une au board, on n'en a pas. Je pense que c'est un passage obligé, malheureusement, pour certaines sociétés, encore aujourd'hui, mais ça me dérange quelque part. Je préfère vraiment et grandement qu'on prenne quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, pour ses capacités intellectuelles, pour sa capacité à délivrer, pour sa capacité à faire le job mieux que quelqu'un d'autre, plutôt que pour se dire... voilà, il est noir, il est bleu, il est vert, il est jaune, il est arabe, il est juif, il est chinois. On n'en avait pas au board, il en faut un. Ou tiens, on n'a pas de femme au board. Je trouve ça triste. En 2026, je trouve ça triste. Même si, encore une fois, je mets encore... c'est peut-être un passage obligé pour certaines sociétés. Je ne l'ai pas vécu, moi. Moi non plus, donc je pense que... ouais. Parce que je ne suis pas une femme. Oui, mais tu sais que tu fais partie de la minorité. Non. Je fais sortir. Tu pourrais être considéré, on pourrait être considéré de par nos origines comme une minorité pour laquelle. Mais j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Non, moi non plus. En plus, il faut prendre ça plutôt comme une force et au contraire, faut pas. Ça tombe bien parce que ça répond aussi à. Il y a cette tendance à dire oui. Le copinage, etc. Vous êtes au Luxembourg, etc. Et c'est un cercle fermé et autres. Entre toi et moi, si tu es parisien et que tu es à Paris et que tu as du piston ou quoi que ce soit, ou tu as des accords, c'est avec tes copains qui ont fait l'école avec toi, de ton quartier, etc. Et les c'est alumni pareil, aussi. Les alumni, etc. Donc, cette tendance... L'entre-soi, c'est un qui parle. L'entre-soi, il existe partout, dans tous les pays. Et on ne peut pas reprocher ça. Donc là-dessus, j'ai vraiment... je prends vraiment beaucoup de recul sur ce point-là. Puis je le vis pas. En tout cas, moi, me concernant, je le vis pas à Luxembourg. Je suis pas dans l'entre-soi. J'ai pas forcément envie de fréquenter que des Français, mais mes amis sont français, luxembourgeois, italiens, espagnols. On a la chance de vivre dans un pays où il y a plus de 170 nationalités. C'est une vraie richesse. Donc l'entre-soi... Et c'est ultra ouvert. Et tout le monde peut avoir sa chance. Mais moi, j'ai une admiration pour le peuple luxembourgeois qui accueille chez lui un grand nombre de personnes qui, quand tu fais l'effort de lui parler en luxembourgeois, te répond dans ta langue. Mais chapeau bas, chapeau bas, mais bravo le Luxembourg, c'est un sublime exemple.
Et On n'en parle pas assez, hein. on n'en parle pas assez, Non, non. justement. Et même sur l'éducation, ce qu'ils font pour les Extraordinaire. Moi, gamins, ma etc. fille est en école luxembourgeoise. La langue véhiculaire, c'est le luxembourgeois. Ils apprennent en allemand. Ils communiquent dans la salle, dans la cour de récréation, en français, en italien, en russe, dans toutes les Portugais. langues, en portugais. Mais c'est génial. Le Luxembourg, après, on peut dire oui, c'est un petit pays, c'est plus simple, etc. Mais je trouve qu'il y a une agilité au Luxembourg que tu n'as nulle part ailleurs. Il y a d'autres petits pays qui s'en sortent pas aussi bien, hein. On est entièrement d'accord là-dessus. T'auras compris que j'aime beaucoup le Luxembourg, hein. Oui. C'est ouais. Et tu vas avoir une nationalité d'ici. Cette année, je pense. ouais. Ouais. Donc, on a dressé quand même un panorama de pas mal de choses. Mais tu as fait aussi de la philo, Oui, étant étudiante. T'aimes beaucoup la philo? oui. T'as des auteurs ou t'as des... Après, je vais rentrer dans les classiques. Moi, la grosse révélation, ça a été Platon, l'allégorie de la caverne avec le monde sensible, le monde intelligible. J'ai toujours eu l'impression, même ado, hein, Explique-nous le monde sensible, le monde intelligible. Comment t'as le monde qu'on te montre et le vrai monde. Oui. Voilà, et j'ai toujours eu l'impression, mais déjà, ouais, même ado, à me dire, mais la vérité, c'est pas ça. D'aller chercher plus loin, de questionner, j'admire aussi Spinoza, tu vois, j'admire un auteur comme Charles Pépin, qui est un philosophe qu'on entend sur France Inter. J'écoute beaucoup, je lis beaucoup ses livres. Je trouve que la philosophie, elle permet de questionner, de remettre en question, d'utiliser beaucoup plus son cerveau qu'on l'utilise actuellement. Tu vois, on parlait de l'IA, etc. Je trouve que la philosophie, c'est une espèce de maïotique. Tu vois, c'est ce que disaient Platon, Socrate, etc. C'est faire accoucher les gens par le biais des questions, le questionnement, ne jamais rien prendre pour argent comptant, se questionner sur tout, l'animal doué de raison, etc. On raisonne, on questionne, on remet en question les choses. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai. Là, je me suis mise à la physique quantique. Ouais. Tu vois, l'infiniment petit, l'infiniment grand. Et là, je suis sur Max Planck. Ce qu'on croyait avant et ce que la science montre aujourd'hui avec la physique quantique, c'est comme la philosophie, c'est le fait de tout questionner. C'est du temps Et qu'on toi, passe tu te questionnes beaucoup au quotidien? Tous les jours? énormément. Moi, j'ai un cerveau qui part, tu sais, comme des branches d'arbres, là, comme ça. Tout le temps. J'ai 100 000 idées à la seconde. Je suis toujours... Quand quelqu'un me dit quelque chose, je vais chercher les informations, je vérifie, je mûris. Tu vérifies tout le temps ou tu prends pour argent comptant des choses qu'on te dit? Ah non, je vérifie tout. Ouais. Tout. Donc là, si bien je te donne un chiffre, je te dis 95% des projets IA échouent. Mais je vais aller Tu vas, chercher après. tu vas regarder si c'est vrai ce que je t'ai dit. Ouais. mais tout, mais je le fais de façon quotidienne, hein. C'est fatigant à force, non? Pour moi, non. À la fin de la journée, t'es pas fatigué? Je me couche tôt et je me lève tôt, moi. Ouais. Mais tu vois, par exemple, le matin, je vais me lever à 6 heures, je vais prendre 1 heure, je vais boire un thé et je vais prendre 1 heure, j'ai des lectures. Là, je suis en train de lire un condensé du podcast de Anne Guesquière, un bouquin de Charles Pépin aussi. Je lis 2-3 livres en même temps, en général. Ok. Et je lis, je réfléchis, je vais chercher. Enfin, Tu surlignes sur les tout. bouquins? Mais ça, je mets des points d'exclamation, je mets des oui, je mets des commentaires. Si tu prends mes livres à la maison, puis j'aurais dû en amener un, tiens. Je questionne tout, je décortique tout. Ouais. Je suis assez fatigante pour moi. Et tu sais d'où ça vient, ce truc, ou pas? Ou Non. Ma mère m'a toujours dit que j'étais hyper curieuse et j'aime bien comprendre, connaître, apprendre. On apprend tous les jours, en plus. Ta fille est comme toi à ce niveau-là, ou pas? Elle est hyper curieuse. Je te dis, alors je te dis, à l'époque, on avait le dictionnaire. Maintenant, c'est plus rapide avec Google. Mais maman, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et pourquoi on dit ça? Et j'ai pas la réponse à tout. Et puis, c'est comme ça que tu apprends. Donc, on va chercher l'information. C'est fatigant, à force. Non, c'est pas fatigant. J'aime bien savoir. C'est un plaisir. C'est magnifique. Et puis plus tu apprends, plus tu te dis, oh, le monde est vaste, il me faudrait 3 vies, 4 vies pour apprendre tout ce que j'ai envie d'apprendre. Et justement, qu'est-ce que tu aimerais apprendre aujourd'hui? Mais là, je fais des formations chaque année. Okay. Là, je suis sur la programmation neurolinguistique, donc j'ai déjà fait 2 formations. Il m'en reste encore une à faire je suis technicienne en PNL. Maintenant, je vais faire une formation en février pour être praticienne en PNL. Donc c'est pareil, la PNL, c'est du questionnement. Ça rejoint la philo. Hein. Tu prends ça, c'est plutôt du coaching ou être prof? Ni l'un ni l'autre, c'est pour apprendre sur moi-même et sur les autres. À partir du moment où tu comprends que ta carte du monde n'est pas celle de l'autre, tu es plus tolérant dans la façon de voir les choses des gens et tu regardes les choses avec une autre perspective. Ça me fait penser à une question. Aujourd'hui,
tu as toute cette mode de coach. Tu as vu tous ces gens, ils disent, ouais, moi je vais être coach, etc. Ouais. T'en penses quoi de ce truc? Et je pense qu'il y a des vrais coachs, Ouais. qu'il existe de vrais coachs, parce que j'en ai rencontré, et ouais, j'en ai rencontré des gens qui font leur travail de façon efficace, de façon honnête. Et puis, tu as des pseudo-coachs. C'est comme tu as des profs, tu as des pseudo-profs, tu as des vendeurs, tu as des pseudo-vendeurs. Tu sais, derrière le mot vendeur, il y a une espèce de truc malaisant. Oui, oui, oui. Un vendeur, c'est quelqu'un qui écoute, par exemple. C'est la première qualité du vendeur. C'est pas quelqu'un qui parle. Alors qu'on est souvent vu pour des gens qui parlent beaucoup. Voilà. Alors Donc qu'on ça s- rejoint tous les métiers, en fait. Tu as des bons médecins, tu as des mauvais médecins, tu as des médecins pédagogues, tu as des médecins qui ne sont pas. Dans donc, tous les métiers, ça se donc tu vérifie. penses qu'on a besoin des coachs? Il y a des coachs qui sont super doués, il y a des coachs qui te font accoucher de certaines choses. Après, moi, j'ai été coachée à une période de ma vie et ça m'a fait du bien, ça m'a fait me questionner. Se remettre en question, c'est bien, hein. Et si ça doit passer par une coach qui est plutôt Hmm. positive ou un coach qui est positif, pourquoi pas? Si Oui. ça te fait du bien, ce qui te fait du bien. Pourquoi être dans le jugement, en fait? Si quelque chose te fait du bien et t'amène à une espèce de maïeutique, encore une fois, à un accouchement de quelque chose chez toi, une introspection, pourquoi ne pas le Hmm. faire? Pourquoi être dans la critique constamment? Ce qui te fait du bien et qui apporte du bien, fais-le. Oui, mais il y a en ce moment certaines modes où tout le monde veut devenir coach. Ou c'est comme un moment, c'était la mode des agents immobiliers, Mhm. parce qu'il y avait, il y avait un créneau. Et T'as maintenant, une mode c'est... aussi des gens qui veulent devenir influenceurs. C'est une question de mode, ça va passer. Au Luxembourg, influenceur, Ouais, je veux oh, il dire, y en a. il y en a? Mais il y a que les meilleurs qui resteront. C'est comme tout, en fait. Parce qu'à partir du Il y a moment où des tu comprends... influenceurs au Luxembourg? Ouais, il y en a deux, trois, ouais, dans Ouais, la mode. dans la Mais mode, dans la mode. Ouais. c'est comme tout, en fait. Si tu veux, tant que les gens n'auront pas compris que c'est à force de travail, de remise en question, d'apprentissage, que tu continues d'être là. Parce que le tout, c'est pas d'être là, c'est d'y rester. Moi, j'ai été là, j'étais là, j'ai été là, j'ai été là. Il faut une constance dans le travail. Et les pseudo-coachs ou les pseudo-influenceurs ou les pseudo-médecins ou les pseudo-ci ou ça, eh ben, un jour, ils partiront. C'est toujours pareil. Il n'y a que les meilleurs qui restent. Une autre question parce que c'est les tendances, le télétravail, Ouais, ça, c'est un sujet qui divise pas mal. ouais. C'est quoi, toi, ton avis? Après, ça, c'est différent, parce que vu que tu as des gens qui vont aller donner des cours, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cela? Bah, nous, par exemple, si on a des profs qui ont des cours toute la journée sur Teams, ça arrive, par exemple, que le vendredi, ils aient 4 cours d'affilée sur Teams. Pourquoi venir au bureau? Mm. Maintenant, on a je te dis, il y en a 70% des cours qui sont en présentiel. Donc, Le Covid a changé quelque chose? ouais, Beaucoup? ouais, ouais. Sur la méthode de vendre, etc. Vous avez vécu... C'était dur pendant le Covid Nous, au niveau chiffre d'affaires, au niveau... ah bah, ça a été catastrophique. Ouais. Ça a été catastrophique, c'est-à-dire le 15 mars, on a écouté Monsieur Buttle, son allocution, c'était un dimanche soir, je m'en souviendrai toujours. J'ai fait venir toutes mes équipes administratives au bureau, on était tous au bureau, on est tous allés dîner après d'ailleurs. C'était la dernière fois qu'on allait au restaurant, on a fermé l'école, et nous, il faut savoir que 99,9% de nos cours étaient en présentiel, À l'époque, ouais. et pas un prof formé au digital. Donc, et en plus de ça, on avait beaucoup plus de profs à l'époque. Et on s'est lancé un défi avec Monsieur Voltaire, c'est de licencier personne. Vous avez réussi à licencier personne. Bon, après, On a contracté des prêts parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y avait une liste des 27, 27 secteurs qui étaient des secteurs... favorisés, enfin, qui pouvaient bénéficier des aides. Voilà, et on n'en faisait pas partie. Ah, les centres de formation. Ah, j'avais entendu ça, les centres de formation. Ouais. Et il y avait eu un moment... Oui, Ouais, et on ok. avait monté une fédération qui s'appelait la FCF à Oui, l'époque. ok. J'étais allée voir Nicolas Henkes et il m'avait dit il faut que vous fassiez une fédération parce que sinon vous ne serez pas entendu. Et on a fait la fédération en septembre et en octobre ou novembre on a été reconnu comme secteur vulnérable. Et on Donc, a eu droit aux aides, mais nous entre-temps on avait déjà contracté de l'argent auprès de l'État pour pouvoir qu'on est payer... encore en train de rembourser pour pouvoir payer le salaire de nos salariés. Et on rembourse encore aujourd'hui. Ouais. Mais on peut se regarder dans un miroir parce on a licencié personne. Monsieur Voltaire Ça, c'était mon plus gros. Et tout à l'heure, tu Ouais. parlais de burn-out, tu parlais de difficultés Oui, oui. psychologiques. Moi, je peux te dire qu'on a vraiment. Là, j'ai eu chaud. Hein. Ouais. J'ai eu chaud. Ouais.
J'ai eu chaud parce que j'ai eu peur pour les salariés. Et là, après, ça a redémarré, ça se passe très Eh bien. bien, écoute, en 6 semaines, on a pu former tous les profs pour qu'ils puissent être formateurs à distance et on a lancé tous les cours à distance. Et ça a été Mais génial. ça m'avait été bien parce que, enfin bien. Oui, Et oui. ça a Mais c'est de permis. là, Ça- d'une expérience malheureuse, t'en tires du Bah oui, positif. oui, un mal pour un bien. Ouais. Ouais. Euh, Et nos donc, formateurs sont toujours là. ouais, t'as eu des Mais formateurs qui sont là depuis. c'est génial. Mais ouais, combien de salariés vous avez, tu m'avais dit? On est 70. Mais dans un métier, enfin moi je trouve ça et je trouve que c'est énorme. Vous êtes le premier, c'est ce centre de langue ou pas au Luxembourg? Il y en a Je combien pense, ouais, je pense qu'on en est termes de. je pense. Ah, bah, bon, après, on compte pas l'INL parce Ouais. que l'INL, évidemment, c'est Ouais. c'est pas pareil. Mm. Mais nous, je pense qu'au niveau des centres de formation privés, oui, je pense qu'on est le premier. Ouais. Et comment tu vois l'avenir de ce justement de ce métier? Il y a l'IA, on en parlait, qui Ouais, va le ouais, ouais, remplacer. ouais. Est-ce qu'il y a des quand je dis l'avenir, c'est que l'évolution euh, de ce métier-là. Est-ce que tu as Ouais, peut-être d'autres services à vendre ou vous pouvez peut-être élargir votre oui, ouais, mais portefeuille? je pense à des outils d'IA qu'on pourrait introduire dans le cadre de notre école de langue. Aujourd'hui, je les ai identifiés, mais l'outil dont je rêverais n'existe pas encore. Je pense que ça va pas tarder. Mais Et c'est quoi? Tu peux en parler ou ben non, parce qu'en fait, il existe pour beaucoup de langues et pas encore pour le luxembourgeois. Hmm. Et là, j'ai vu déjà que DeepL a lancé le luxembourgeois, donc je pense que ça avance. J'aimerais mettre des outils en place. Ouais, j'aimerais m'en servir d'outils, en tout cas. Des outils, mais d'autres services. Tu pourrais vendre, j'en sais rien, là, tu vends des langues, mais c'est des formations. Tu pourrais vendre d'autres formations, d'autres Ouais, types de bien sûr, formations. bien sûr. Une formation, faire des prompts IA. Tu prends un formateur Mhm. qui fait des prompts. C'est pas des choses qui t'ont. Où tu t'es dit non, je me Non, parce fous. qu'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau des langues. Ok. Il y a Donc encore beaucoup de choses à faire. tu penses qu'il y a encore Il y beaucoup a, de. oui, ouais, ouais. Et tu as vu ces AirPods où tu avais la traduction en simultané. Ouais, ouais, ouais. Ça perd de son charme, ça fait perdre de son charme Bah, le fait de ne pas t'as plus savoir. l'humain, quoi. T'as plus l'humain, t'as pas le ton, t'as pas le son, t'as pas le sourire, t'as pas le. Tu sais, c'est comme quand tu regardes un truc sur Insta. Le monsieur a dit qu'il fallait mettre 200 grammes de farine. Tu sais que Tu- maintenant, en 15 secondes, on peut synthétiser ta voix Oui, et c'est faire. vrai, mais. Moi, je l'ai fait lors d'un discours Ouais. et j'ai fait croire à tout le monde que c'était mon anglais. Bon, ceux qui me connaissaient ont tout de suite vu que c'était impossible d'avoir un accent Mm, aussi parfait en mm, anglais, mm, mm. mais je le fais et ma voix est synthétisée aujourd'hui et je peux la mettre dans toutes les langues. Mais je suis Et tu d'accord, sens, et tu as mon accent, tu as mon ton, bien sûr. etc. Mm. La seule chose, c'est la vitesse à laquelle je parle très très vite. Ouais. Donc ça. Mais. Mais je pense qu'il Ouais. il faut pas avoir peur de l'IA. Au contraire, il faut qu'on s'en serve comme outil. Et j'ai vraiment envie d'implémenter des outils au sein de Prolingua. Maintenant, il faut que je trouve l'outil qui réponde à la globalité. Donc, s'il y a des gens de la tech qui sont là, peut-être qu'ils pourraient se rencontrer et discuter Euh, un peu avec toi. Bah tiens, un Nexus, si tu arrives à faire venir des outils pédagogiques en IA, je suis preneuse. Il y en Je a. lance la bouteille à la mer. Ça marche. On va finir par deux questions. Ouais. La première, c'est que dirais-tu à l'adolescente que tu étais comme conseil? Ou qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui et tu retourneras en arrière? Qu'est-ce que tu dirais à Noël Arrête de de 15-16 douter. ans? Arrête de douter. Arrête de douter. Confiance en toi. T'es sur le bon chemin. Arrête de douter. Tu doutais beaucoup? Mais toujours, mais encore, c'est encore d'actualité. Tu peux avoir confiance en ton travail et avoir une autre problématique sur ton estime, sur beaucoup de choses. Mais bien sûr que je doute. C'est ce qui me fait avancer. Hein. Mais voilà, justement. Est-ce que C'est ce qui me fait avancer. donc non, ne lui dis pas d'arrêter. Ou Non, mais je lui arrêter dirais de fumer. ouais, arrête de fumer, je dirais ça, c'est évidemment. Mais je lui dirais arrête de douter, crois en toi, crois en toi. C'est important de croire en soi. Que dirait ton entourage de toi si tu n'étais pas dans cette pièce? Elle est complètement folle. Euh, Ouais, elle est folle, mais barrée, tu vois, la folie. Euh, Elle n'est pas si difficile à vivre que ça. Oui. C'est une bosseuse. Hein. Alors que on a l'impression, c'est plutôt, on a l'impression que t'es, pas j'ai dit une folle qui bosse pas et qui. Tu penses qu'on a l'impression que je bosse pas? Non, je te taquine. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas quelle est l'image que je renvoie. En tout cas, on peut pas connaître. De toute façon, même Ouais. quand tu vis avec quelqu'un pendant 20 ans, tu le connais pas complètement, donc tu vois. Mais non, je pense que les journées sont pas assez longues pour pouvoir faire tout ce que je voudrais faire. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent de toi?
Parce que là, c'est ce que tu penses qu'ils disent. Mais qu'est-ce que tu aimerais qu'ils disent? Elle est profondément humaine et c'est un chouette capitaine de navire. C'est très bien pour terminer. Ouais. Et dernière question, comme d'habitude. Il y en avait deux, tu avais dit au départ. Ouais, non, c'était la Là, c'est 2. la troisième. Non, c'est la dernière. Oui, il y a 2. T'as vu que j'ai pas utilisé la case Joker? J'assume. Bah, écoute, tu vas l'utiliser. Ah, vas-y. Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu n'aimerais plus jamais travailler de ta vie? Ouais, mais j'ai pas envie de citer son nom parce que c'est lui faire de la pub. Aucun intérêt. C'est pas une carte Joker, c'est... Bah, Il a aucun intérêt. Humainement parlant, alors tu vois, pour moi qui suis profondément humaniste, humainement, c'est une coquille vide. pourquoi il s'est passé des choses où il n'a pas été. J'estime qu'un manager doit défendre ses équipes et c'est ce que je fais au quotidien. C'est ce que je fais au quotidien. Et t'estimes qu'il y a eu une expérience dans ta vie? Zéro. Mais Zéro. et donc, si tu donnes pas son nom, tu sors ton Non, c'est joker. pas un joker puisque je parle de lui. Et bah, il est basé en Belgique, donc il se reconnaîtra s'il voit ton podcast. Mais c'est une coquille vide. J'ai du mal avec les coquilles vides. Mais il peut changer. Peut-être qu'il a changé. Ben, je lui souhaite Ouais, et puis ouais, je crois en la transformation humaine. Tu vois, je suis une humaniste, Voilà. donc je crois au changement et je lui souhaite de changer Parfait. parce qu'il sera peut-être plus heureux. Ouais, c'est une bonne conclusion, mais je vais quand même faire ma dernière question. S'il y avait une personne que tu aimerais avoir dans ce podcast à ta place, ce serait qui? Fernand Voltaire. Bah, Fernand écoute. Voltaire, le fondateur de Prolingua, parce que son histoire, on avait fait quelques podcasts sur l'Essentiel Radio, son histoire à ce monsieur, elle est extraordinaire. Il faut savoir qu'il a commencé Prolingua dans sa cuisine. Ok. On s'en doute pas. On ne sait pas non plus que c'est lui qui a écrit un des premiers livres en luxembourgeois qui s'appelle Alessandrai. Ah bah je C'est vais. lui qui l'a écrit. Bah, je compte sur toi. Donc dès que tu sors d'ici, Ah oui. tu vas le voir et que tu lui dis. Et j'espère qu'il va accepter parce que je sais pas Ah, si. c'est à toi de le contacter. Ouais, non mais je Je contacte. vais lui en parler, mais c'est à tu toi en de le parles. contacter. Avec plaisir. C'est un monsieur qui a vraiment un parcours de vie assez exceptionnel. C'est un vrai linguiste. Il a étudié le russe en Russie. Enfin, moi, mon russe à côté, c'est du pipi de chat. Hein. Tu vois, il faut rester humble. Hein. Oui. C'est un monsieur qui est extraordinaire et qui a un vrai parcours de vie exceptionnel. Et tu vois, au bout de 43 ans, Prolingua est toujours là. Ouais, tout à l'heure, tu me parlais aussi des personnes inspirantes. Je t'ai dit Stéphanie Jacquet, mais c'est Stéphanie Joquet. Et ça, c'est une personne que tu pourrais inviter ici, qui pourrait se trouver à ma place, parce qu'elle a vraiment un parcours qui est extraordinaire. Ouais, ça fait aussi une femme parce que juste avant, tu me disais Monsieur Voltaire et Ouais. donc ça fait aussi balance. Exactement. Donc, tu Très as l'embarras du choix. Monsieur Voltaire, Madame Joquet, Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. On Je en t'en finit avec grand avec plaisir. ça et Monsieur Voltaire. Donc l'invitation est lancée. À bientôt. Sublime. Merci Merci Nawel. beaucoup. Merci.